Disons-nous les choses avec un original Big Bonhomme. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Samba Doucouré. Comment vas-tu? Ça va bien, Boubacar, et toi? Ça va, tout va bien? Ça va. Monsieur, tu es journaliste, président d'Africulture, Mhm, plateforme des cultures originaires de l'Afrique et de ses diasporas. c'est Dis-moi en ça. plus, s'il te plaît. Africulture, c'est un média qui existe depuis plus de 20 ans. Il a été Mhm. créé en 97 par un collectif de journalistes, d'artistes, d'universitaires pour documenter en fait les cultures africaines et l'Afrique dans ce sens large. Donc on compte aussi les diasporas aux Amériques, en Europe, en Océanie. Vraiment, et l'idée, c'est de montrer la diversité des expressions culturelles, Mhm. à la fois à l'intérieur de chacune de chaque discipline, mais voilà, pluridisciplinaire. Donc, des articles sur la danse, sur le théâtre, sur le cinéma, la littérature, et vraiment montrer le maximum d'expressions différentes de ces cultures. Tu as co-dirigé le dernier numéro hors série de la revue Africulture, Ouais, c'est intitulé ça. Décentrer, Descend. déconstruire, décoloniser. Voilà. Donc en fait, c'est un numéro un peu spécial. Donc la revue a été créée en 97 Mhm. et il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un an, Africulture a failli disparaître pour des problèmes liés au financement. Voilà, parce que Africulture, ça reste une association et il y a eu des baisses de financement comme toutes les associations et il se trouve qu'on s'est retrouvé en grande difficulté et donc il y a eu une mobilisation importante, plus d'une centaine d'artistes et d'intellectuels reconnus qui ont signé un appel à Africulture, des dons. Et en fait, dans cette phase, il y a eu l'idée de faire un objet pour rappeler au final ce qu'était Africulture ou l'importance d'Africulture. Et ce projet, il a gonflé parce qu'il y a eu de plus en plus de contributeurs. Et au final, on s'est retrouvé avec plus de 70 contributeurs et une revue à part entière. Et on a profité pour expérimenter des choses. Et dans le contenu, l'idée, c'était de recréer un espace qui serait significatif de ce qu'est Africulture et de ce qui pourrait être dans les années à venir. Actuellement, là, tu es chroniqueur pour le Ciné Pour Ciné le Mag, Mag sur Canal Plus Afrique. oui, Et tu collabores voilà. aussi avec. Tu Saphir. collaborais ou tu collabores aussi Alors, avec j'étais Saphir News. salarié de Saphir News Mhm. pendant 2 ans et je continue de faire des piges de temps en temps. Et Move aussi. Voilà. Et move des articles de temps en temps aussi. Mhm. Voilà. Tu as présidé l'association des étudiants africains de la Sorbonne, dans C'est laquelle je ça. t'ai vu d'ailleurs, parce que je suis Ouais, la venu filmer DEAS avec ma à petite l'époque, caméra. ouais. Ouais, donc l'association des étudiants africains de la Sorbonne, Mhm. voilà, une association que j'ai rejoint quand j'étais en licence d'histoire, que j'ai eu la chance de présider, enfin la lourde responsabilité Mhm. de présider surtout pendant 3 ans. Mhm. Et voilà, ça a été aussi très important dans ma formation, surtout ma formation intellectuelle. Euh, voilà, quand on est étudiant, on a la chance d'avoir Mhm. du temps consacré à apprendre, à découvrir de nouvelles choses. Donc vraiment, nous, on est quand même très... on est en grandit en France, souvent on est assez frustré parce qu'on connaît très peu nos cultures, on connaît très peu les auteurs, on connaît très peu notre cinéma. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir ça étudiant, ça m'a vraiment pété à la gueule Mhm. et j'avais toujours envie d'en savoir plus, de pouvoir échanger avec des gens sur ces sujets-là et aussi de les partager et donc de faire des événements et pas rester dans le cadre seulement d'université, ouvrir au maximum. Et c'est dans ce cadre-là donc tu as pu venir et qu'on a même fait, voilà, on a projeté, on avait fait le festival de cinéma C'est ça. et on voulait donc montrer les films africains, mais on voulait aussi montrer les jeunes qui réalisent des films et qui viennent de France. Donc il y a Diggy Diarra Mhm. et d'autres, voilà, des Alice Diop, Maïmouna Doucouré, de la jeune relève, quoi, de cette jeune génération africaine mais qui vient de France, qu'on a aussi voulu valoriser à l'époque avec le festival. À l'époque, moi, j'étais venu aussi quand il y avait Rossé et JP Manova. Oui, pour la remise du prix C'est Césaire ça. de la langue française, donc Mhm. un concours littéraire. C'est ça. En fait, Avec Amadou Gueye aussi.
Amadou Gaye, ouais, Voilà, qui était là. exactement aussi. C'est ça. Voilà, et en fait, cet événement, il a été conçu à commémoration pour Aimé Césaire. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai découvert Césaire très, très tard. Et ce que j'avais apprécié avec Césaire, c'est que c'était un personnage qui, je trouvais, était important à valoriser parce qu'il faisait le pont entre tout le monde de la société française, donc les Antillais, les Africains, les Français, je veux dire français, français de longue date, on va dire. Mais en fait, voilà, c'était vraiment un liant. Et on voulait le valoriser et à travers lui, parce que finalement c'était quand même un personnage qui est aujourd'hui maintenant dans les manuels scolaires, valoriser tous les gens de sa génération ou qui ont suivi ses héritiers, donc faire des focus sur Glissant, sur Maryse Condé, sur Birago Diop, et donc à travers un concours littéraire pour les lycéens. Et l'idée aussi c'était que quand ces lycéens viennent, ils découvrent des gens qui sont comme eux, mais plus tard, donc des étudiants qui viennent faire des interventions, et on mélange les artistes, donc d'avoir des artistes du théâtre, du slam, des artistes du rap, voilà, et qu'on vraiment essaie de créer une émulsion, quelque chose de particulier, où tout le monde, un grand rassemblement, quoi, et c'était ça ce au quoi tu as assisté, c'est ça. et je pense que Et c'était très bien, magnifique. Et rappelons que Aimé Césaire est l'un des concepteurs à l'origine du concept de la négritude avec Léon Gontran Damas et Léopold Senghor. Et d'autres qu'on cite moins souvent, voilà, et voilà. Et puis c'était aussi une des lignes sur lesquelles on s'appuyait, puisqu'on disait on est des jeunes Africains, on est à la Sorbonne, et il y a eu par le passé des Africains à la Sorbonne qui étaient d'illustres personnages, et c'est bien que nous on sera pas des Césaire, on sera pas Damas, on sera pas Paulette Nardal, mais on peut faire notre part en tout cas pour discuter ensemble et valoriser nos cultures. Tu es l'ancien producteur réalisateur de l'émission Bienvenue chez WAM sur Radio France Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel, c'est ça. Ouais, du coup, ça fait un peu écho à, disons-nous les choses. C'était une émission où Radio FPP, donc c'est une radio, voilà, qui a maintenant. On est pas loin de 30 ans, enfin, je crois que c'est dans les début des années 90. Rappelons que Mouloud Achour travaillait là-bas aussi. Oui, c'est une des premières radios à diffuser du rap. Faisait partie des seules radios où on pouvait écouter du rap à l'époque. Et il y avait une émission animée par Max Lebon qui s'appelle Bienvenue chez WAM. Oui, et en fait, Max m'a tendu la main, m'a dit je sais que tu veux devenir journaliste, vas-y, viens dans mon émission. Au départ. J'étais là, je faisais rien, c'est-à-dire j'étais là, juste j'écoutais l'émission et au fur et à mesure j'essayais de me rendre utile, je prenais en note les noms les titres des invités, j'aidais à la technique, puis à un moment donné c'est moi qui s'occupais de la technique du son et je proposais des invités. Et Max il me disait ouais non lui non lui non. Un jour il m'a dit ouais vas-y lui. Et j'ai ramené une autre fois, puis après c'était moi qui ramenais les invités tout le temps, donc je m'occupais de trouver les invités, je m'occupais de la technique, je m'occupais de mettre l'émission en ligne, parce qu'il n'y avait pas de site internet, donc créer un site internet, et donc pendant de 2009 à 2016, on a reçu vraiment énormément d'invités, et ce qui était bien, c'est que comme ici, tu vois, c'était vraiment, pendant 1 heure, on était vraiment tranquille, on parlait, l'invité, c'était vraiment relax, et j'ai rencontré énormément de mecs super géniaux à l'époque. Et ça m'a aussi, ça a été aussi très formateur, notamment par rapport au métier de journaliste, sur l'écoute de l'invité, sur comment mettre à l'aise la personne, se faire un réseau aussi. C'était vraiment une très belle expérience. Ça continue. Moi, j'ai plus vraiment le temps d'y aller, mais vous pouvez toujours l'écouter. En direct de 15h à 16h tous les mercredis. Je t'en prie, dis mon frère, il faut dire. C'est ça. D'ailleurs, dédicace à Nespunta. Ah oui, aussi, un ancien aussi. Voilà, c'est ça. Non, dédicace à lui. J'ai quelques questions à te poser par rapport au métier de journaliste aujourd'hui. On était en off avec un homme que je ne citerai guère, qui nous a révélé même des choses qu'on savait déjà, mais qui nous a révélé l'envers du décor. Toi, quel regard tu portes sur le journalisme aujourd'hui en tant que
hommes issus des quartiers, des minorités dites visibles et tout ça? Ben, faut dire, là, on parle d'un sujet. Moi, je vais devenir. Je veux dire, moi, j'avais l'âge de 14 ans quand je voulais devenir journaliste. Donc, c'est quelque chose, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et depuis le jour où j'ai décidé que je veux devenir journaliste, j'ai jamais eu d'autre objectif. Donc, ça veut dire que moi, même encore aujourd'hui, si je me dis j'arrête, je ne sais pas quel métier je vais faire parce que c'est vraiment, il y a que ce métier que je vois. Et ce qu'il y a, c'est que moi, pendant longtemps, je me suis dit, bon, le métier, il a ses défauts, mais nous, on va le changer. Tu vois, on est la jeune génération, on va venir au fur et à mesure, on va prendre le pouvoir, etc. Et finalement, bah, moi, j'ai fait une école de journalisme réputée, c'est le CFJ, c'était donc parmi ce qui se fait de mieux. J'ai côtoyé les grands Red Chef, des élèves parmi les plus brillants de ma génération, etc. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on n'avait pas révolutionné les choses, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est peut-être créer des espaces alternatifs, essayer à l'intérieur de créer des petites résistances, mais que ça va être compliqué de changer le fond, en fait. Et là, tu as répondu à toutes mes questions. J'allais te poser exactement ça. J'allais demander s'il est possible de changer ces médias de l'intérieur, les médias mainstream. En vrai, mais est-ce qu'on peut s'émanciper sans ces médias-là? Bah oui, parce que finalement, vous le faites. Vous arrivez à faire vos choses, à défendre. Mais on n'a pas leur impact. Vous n'avez pas le même impact, c'est vrai. L'audience. Mais attention, peut-être que le vent est aussi en train de tourner. C'est qu'il y a aussi des médias alternatifs qui se mettent en place via les réseaux sociaux comme YouTube, via les plateformes, podcasts, etc. Alors évidemment, pareil, ce qui va toujours changer, c'est qu'à un moment donné, l'argent, ça bloque toujours. Parce que même si vous voyez maintenant des jeunes youtubeurs très influents, etc., au fur et à mesure, avec les nouveaux adaptations, les nouvelles règles, on va arriver à un moment donné où ça va être compliqué même pour ces chaînes-là et qu'il faudra avoir un gros producteur derrière. Mais j'ai perdu un peu le fil de la question. Mais est-ce qu'on peut faire sans ces médias-là, ces gros médias? Je pense que oui, mais ça va être toujours compliqué d'avoir c'est-à-dire si on veut avoir le grand public. C'est-à-dire que là, on peut parler à sa cible, mais le grand public, de toute manière, même les grands médias généralistes ont de plus en plus du mal à atteindre tout le monde. Par exemple, même vous voyez, quelqu'un comme Hanouna qui est quand même super mainstream, qui est vraiment. Moi, il y avait 1 an, j'ai discuté avec une connaissance et qui me dit je connais pas Hanouna. Je dis mais comment c'est possible de ne pas connaître Hanouna? Et en fait, si, parce qu'il y a des gens qui sont coupés de certains médias et qui finalement ne connaissent pas. Il y en a l'impression que tout le monde connaît. Mais l'univers d'où on vient, d'où tu viens, donc le hip-hop, finalement, a bien réussi à se développer à la marge, et à développer ses médias aussi. Donc voilà, le rap aujourd'hui, même sans des grandes radios, vit très bien, les artistes arrivent à vivre. Parce qu'on a réussi à créer utiliser les espaces qui nous étaient libres et à les occuper. Et en fait, finalement, forcer plus ou moins les grands médias à les suivre. Parce que même les grands médias aujourd'hui font des capsules sur Internet. C'est sur YouTube, parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, le public se trouve là-bas. Et, t'as vu, en vérité, il y a de l'espoir dans la mesure où quand tu vois des Mediapart, quand tu vois des Là-bas si j'y suis, quand tu vois des Bouscap et Rap Punchline et tout ça, même si, voilà, comme tu dis, derrière, il faut aussi des financeurs. Tu vois. Ouais, c'est toujours le nerf de la guerre. Moi, dans tous les projets médias avec lesquels je me suis lancé et dans lesquels même dans celui où je suis aujourd'hui, vraiment la question de l'argent, c'est vraiment compliqué de faire sans. Et je me suis d'ailleurs observé un peu, voir justement les médias, les jeunes médias qui sont lancés et qui marchent bien, etc. Parce qu'il y en a de plus en plus, quand on regarde souvent, il y avait une marque derrière.
Il y avait une marque, c'est-à-dire que Mediapart, ça part pas de nulle part. Il y a des gens, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des actionnaires qui ont mis de l'argent de leur poche pour ce média. Et puis il y a la réputation de Edwy Plenel, qui était quand même directeur de publication au Monde, donc c'est quand même le média de référence, et donc il venait pas de nulle part, il avait sa crédibilité. Parce que je parlais de la base issue, mais il y a Daniel Mermet derrière. Voilà, tu vois, Slate, il y avait Jean-Marie Colombani, toujours tu as quand même une figure, arrêt sur image, et ben on a Daniel Schneiderman. C'est compliqué de partir vraiment ex nihilo, mais même un média comme Rue 89. Et pourtant, Rue 89, c'était le leader dans l'information, dans ce qu'on appelait les pure players. C'est vraiment un média important. Et il avait été créé par les anciens correspondants de Libé. Mais pareil, ils sont finis par se faire bouffer et à disparaître. Et pour revenir sur le hip-hop, c'est vrai que les médias issus du hip-hop, comme Bouscapé, Rap Punchline, Rap Elite, tout ça, c'est vraiment que ils ont été dans cette mentalité du hip-hop on part de rien et on rentre dans ce monde-là et on crée notre propre espace. Oui, et puis en tout cas, on peut leur... Ils ont ce mérite-là. Et puis, on capitalise sur ce qu'on a. C'est-à-dire que, d'accord, on vient de Ivry, c'est ça, il vient d'Ivry. Hein, c'est ça. Mais... on connaît tel rappeur, c'est un gars de chez nous, Déjà, on va commencer par capitaliser là-dessus. Il nous ramène au tournage de tel clip, on va profiter. On capitalise, on va rencontrer, je sais plus, tel footballeur, tel truc, tel machin. Et en fait, faire feu de tout bois, et c'était aussi la mentalité hip-hop, c'est de faire avec ce qu'on a. Faire avec ce qu'on a, et avec ça, on peut... Déjà, il y a du potentiel, et ça, c'est quelque chose. Cet esprit hip-hop, on le retrouve dans plein de réussites économiques. Quand tu vois ce que fait, par exemple, quand Malamine Koné réussit dans le streetwear, sportswear, pardon, c'est parce que il connaît un ou deux footballeurs, parce que ces footballeurs viennent de quartier. Il lui dit, tiens, en dehors des matchs, en dehors des stades, mets ma marque. Le gars, il le met, il cartonne, et après, là, les marques, les équipementiers réagissent. Bon, maintenant, on fait des contrats en dehors des matchs, vous devez porter telle marque, c'est fini. Donc, il n'y aura pas de deuxième Malamine Koné. Mais il a quand même utilisé sa débrouillardise, son petit réseau à lui. Et en fait, voilà, il a réussi à faire et c'est sur les mecs de quartier aussi qui ont acheté sa marque. Donc il a utilisé autour de lui son environnement, quoi. On peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, mais les gens issus des quartiers du hip-hop, ils ont cette démarche-là, ont un grand mérite. Pour finir, le 8 juin, il y a le festival et forum associatif Entre les Murs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en fait, le festival Entre les Murs, c'est une initiative à la base du GENEPI, donc qui est une structure de soutien aux prisonniers, et qui s'est associée avec plusieurs associations de quartier pour monter ce festival et parler, on va dire de manière générale, des violences systémiques, mais plus précisément de la question de l'enfermement. Donc des violences policières, de la prison, et parce qu'on sait que tout ça, ce système est nourri. Il y a on va dans certains quartiers pour on va envoyer de la police plus sur certains quartiers, on va contrôler plus un certain type de personnes, on envoie plus en prison plus un certain type de personnes, et il y a une espèce de mécanique comme ça, et donc il va y avoir des débats sur cette question de la violence systémique. Et en parallèle, il y a ce forum associatif, espèce de village qu'on construit dans un grand hangar. Et on est là, pour l'instant, on est autour d'une trentaine d'associations, mais chaque jour, ils s'en rajoutent. Donc, on sera 600 le 8 juin. Mais vraiment, et donc, moi, je me suis associé avec le Abdé de Global Star pour essayer de constituer ce village. Donc, il y a Bibliothèse de Sarcelles. Il y a Nadia aussi de Let's... Il y a Let's Douvis.
voilà, Road trip, voilà, plein d'associations et moi j'ai commencé déjà à essayer de les catégoriser. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'associations de la culture. Donc il y a Africulture, mais il y a l'Afro, il y a Book and Brunch, il y a des maisons d'édition, Dagon Édition, Fast Caché, Premier Matin de Novembre. Et il y a aussi des associations d'entraide, de solidarité, donc Human United, donc Les Douvis, du lifestyle aussi. Moi, j'ai appelé ça comme ça, pour ce qui va être par exemple Rash is Beautiful, qui va être plus sur la question des cheveux, sur le sport, donc avec la Wellstar, avec voilà. Et il y aurait le court métrage aussi de Jeff voilà, Taver, de la projection. Mamalova. Donc Mamalova, donc là c'est une exclue. Ça veut dire que voilà, vraiment si vous voulez le voir, en tout cas en avant-première, c'est là-bas. Jiggy Diarra avec Malgré, qui est d'ailleurs est à Cannes là. Pour la quinzaine. Ah, il a la chance, là, il kiffe. Il kiffe, Jiggy. Espèce de filou, fais gaffe, hein. Cannes là. Tu fais le ramadan, fais gaffe. Hein. Là-bas, il y a des tentations. Ah oui, et puis, je veux quand même le citer, il y a des associations sur la question de la santé. Souvent, c'est assez négligé. Donc, Ovocite-moi sur l'infertilité, l'APIB sur la drépanocytose, Anida sur l'albinisme, et voilà, un tas de questions. Pour finir, pour de vrai, parce qu'on va finir pour de vrai, il y a une table ronde qui m'a interpellé, c'est la manière dont on se traite dans notre réseau associatif qui existe là, la manière dont on est perçu et la manière dont... Sur la question de la bienveillance. Voilà, ça, la bienveillance. Voilà, alors en fait, on s'est dit que bon, bah, c'est bien qu'on soit là, qu'il y ait tous les stands des associations, mais ce serait bien qu'on se mette des discussions dans lesquelles on s'implique à l'intérieur et on échange. Et parmi les thématiques, il y a la thématique de la bienveillance, qu'on s'est dit que ce serait un bon sujet pour débattre, parce que ceux qui suivent un peu les associations, il y a des gens qui s'attaquent, voilà, parfois même que ce soit dans l'humanitaire, dans les maraudes sociales, sociales, dans les trucs, etc. Et ben il y a des rivalités, des attaques, et en fait, on se rend compte souvent que s'il y avait juste un peu plus de bienveillance, et ben il y aurait beaucoup moins de problèmes, parce que pour les gens qui connaissent bien ces associations-là, bah, ils se rendent compte que finalement, il y a très peu de choses qui les séparent et que ce sont des malentendus. Des malentendus entre 2-3 personnes qui font effet boule de neige. Et donc, la bienveillance, c'est quelque chose qui manque. Des fois, j'en parle avec des gens qui ne connaissent pas ce réseau, le monde associatif, et je leur dis, vous savez qu'il y a de la concurrence dans l'aide qu'on apporte aux gens qui sont dans la misère. Ils me disent, mais c'est pas possible. Je leur dis, dans les maraudes sociales, il y a de la concurrence. Les associations qui se... Mais parce qu'en fait, c'est quoi? Souvent, ça va être quoi? Et j'en parlais avec des amis, pour moi, c'est des questions de stratégie, en fait. Un tel se dit, bah, en fait, moi je pense qu'il faut plutôt, sur les marottes, je prends un exemple, mais il faut plutôt apporter tel type de nourriture, il faut intervenir dans tel ou tel endroit, et d'autres personnes disent, non, mais en fait, il faudrait plutôt faire ceci, faire cela, et en fait, ils ne sont pas d'accord, et en fait, ça crée des tensions pour ça. Moi, je me souviens d'embrouilles sur, mais pourquoi on leur amène de la viande? Il faudrait que ce soit des repas véganes parce que on est en train de faire subir une autre oppression de plus. Attends, si les mecs ils préfèrent manger de la viande, on va ramener de la viande. Enfin, après, on va pas le demander à l'Afghan de s'inscrire dans les combats qui sont les tiens. Si lui, c'est pas les siens, tu vois. Après, c'est une question de point de vue, mais ça vaut pas le coup de s'insulter pour ça, par exemple. C'est clair que ce thème-là m'a beaucoup interpellé parce que on vit ça. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans ces réseaux-là vivent ça, qu'il y a des concurrences dans les gens qui aident les gens dans les violences. Et ça dégoûte les gens. Et ça dégoûte les gens. Qui se retirent, alors que... et en fait, on se rend compte qu'il y en a qui sont clairement là pour... Après, l'être humain aussi a besoin de se valoriser. Et malheureusement, il y en a qui se valorisent sur la misère des gens. Oui, et puis c'est vrai que souvent, on va connaître des gens qui sont aigris parce qu'on donne quand même beaucoup de soi quand on est bénévole. Et souvent on reçoit pas assez, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on aimerait recevoir, et à la longue ça crée des aigreurs, et c'est aussi ça qui joue souvent, c'est un peu Monsieur Samba Boukouré, ton mot de la fin.
Eh ben, tu sais, journalistiquement, ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup. Ah, je sais. J'aime Dès que j'ai dit Chaque ça, fois, j'ai le mot de la fin. Je dis, mais ça, c'est pour le journaliste qui ne sait pas comment conclure. Ouais, mais je sais pas comment conclure, donc je dis le mot de la fin. C'est tout, je savais pas comment conclure. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais en profiter pour faire de la pub. Le hors-série Africulture disponible sur africulture.com/soutenir. Le 8 juin au Landy Sauvage à Saint-Denis, toute la journée de 10h à 23h, voire même peut-être plus, parce qu'en fait, il n'y a pas de sécurité, on ferme quand on veut, concerts, etc. Voilà, à Saint-Denis, le 8 juin. Et continuez de regarder DNLC, Radio FPP, et tous les médias. Vraiment, intéressez-vous. Au lieu de vous plaindre tout le temps des grands médias, intéressez-vous aux autres médias. Vous allez voir, il y a plein de choses super qui se font dans les podcasts, sur YouTube, etc. Renseignez-vous, posez des questions, demandez, mettez sur Facebook, ou qui n'a pas un média qui est intéressant et qui vaut le coup d'être soutenu, et vous allez voir, il va y avoir un truc magnifique. Voilà, très très long mot de la fin. Regarde, je t'ai posé la question à 2 balles, mais le mot de la fin était magnifique. Merci à toi, Samba. Merci à vous, Bakar. Merci.